Salut à tous, c'est Pangloche, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast bis pour nous avec Thomas Arsens parce que hier on a fait le podcast et malheureusement j'ai eu un petit problème de mon côté d'un point de vue technique donc ça n'a pas enregistré. Et comme disait Thomas, ça risque d'être un petit peu moins spontané qu'hier et c'est pas grave puisqu'on va aller un petit peu plus profond qu'hier. Les gens ne savent pas ce qu'on a dit hier et nous ce qui nous intéresse c'est qu'on puisse échanger et donner un maximum d'infos. Je rappelle dans un premier temps, après il se présentera, que Thomas est la personne qui a écrit ce bouquin sur l'hypnose de spectacle. On en reparlera un petit peu, qui se trouve chez Marchand de Trucs en termes d'édition. On reparlera un petit peu de la maison d'édition. Chose assez géniale qu'il me disait hier, c'est que il a écrit ce bouquin d'hypnose de scène. Alors, il nous expliquera un petit peu comment ça lui est venu l'idée. Mais aujourd'hui, il ne fait plus d'hypnose de scène. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme principe et comme logique. Donc, c'est qu'il a en plus ce retour et ce recul par rapport à l'hypnose de scène. Aujourd'hui, il est professionnel. Il ne fait que de l'hypnose d'accompagnement avec de l'hypnose, sa forme d'hypnose. Au fur et à mesure, il nous parlera comment lui, il a développé sa manière de faire. Donc Thomas, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, nous dire comment tu es arrivé à l'hypnose d'accompagnement, et puis après, on reposera, on reverra un petit peu comment on va échanger dans tout ça. Ok, très bien. Alors, moi j'ai 46 ans. J'ai fait des études d'anthropologie à la base, anthropologie sociale et culturelle à l'Université de La Réunion. Après ces études, j'ai fait une école de journalisme et j'ai été journaliste pendant 18 ans. Voilà, et puis ayant découvert l'hypnose, parce que moi j'en ai eu besoin d'un point de vue personnel, j'ai un jour, je pourrais peut-être en parler, mais j'ai un jour été manipulé par un ostéopathe qui avait besoin de m'hypnotiser pour pouvoir pour pouvoir manipuler, pardon, une vilaine cicatrice que j'ai sur le ventre. Et donc là, j'ai eu, enfin, ça m'a beaucoup plu, quoi. Cette expérience m'a vraiment intrigué. J'étais persuadé que ça n'allait pas marcher, et puis en fait, ça avait super bien marché. Donc, je me suis intéressé à l'hypnose et j'ai découvert que, eh bien, l'hypnose, ça s'apprenait. Voilà. Ayant grandi dans les années 80, euh, ceux qui ont grandi dans les années 80 comme moi, ben, on a tous un petit peu la même culture télévisuelle notamment, où l'hypnose nous a été présentée comme quelque chose de paranormal, et puis réservé à certaines personnes qui avaient des grands yeux et puis qui avaient un don du magnétisme, je sais pas quoi. Et moi j'avais encore ça jusqu'à très tard, quoi, quelque part, hein. Et puis quand j'ai découvert qu'en fait on pouvait apprendre, que tout le monde pouvait pratiquer ça, alors là j'ai dit je veux absolument faire ça. Bon, quand j'étais ado, j'étais déjà passionné de magie, tout ça. Enfin, voilà, j'adorais tout cet univers-là, quoi. Donc j'ai appris tout seul. D'abord l'hypnose de divertissement, l'hypnose de rue. En particulier, j'ai appris avec des tutos sur YouTube, voilà. Puis je suis allé faire la formation de Jean-Emmanuel Combe en street hypnose. J'ai fait de l'hypnose de rue pendant quelques années. De l'hypnose de rue, je suis passé assez logiquement. D'ailleurs, je me souviens d'une de tes vidéos, une vieille vidéo, où tu disais que l'hypnose de rue, c'était souvent un tremplin, Un point, ouais. soit pour aller d'un côté vers la scène, Mm, ou d'un côté plutôt vers l'accompagnement. mm, Voilà. Ben, écoute, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, mais moi j'ai fait un petit peu les deux. Je suis allé vers la scène, parce que dans la rue, ben, on commence par hypnotiser une personne, et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas en faire deux à la fois finalement? Donc on en fait deux, puis on se dit, bah, en fait c'est pareil d'en faire une ou deux, peut-être je pourrais en faire trois. Et puis on se retrouve à avoir un petit groupe, et puis finalement à faire le show dans la rue. mm. Donc on fait plus de l'hypnose de rue, on fait de l'hypnose de spectacle dans la rue. Et c'est vraiment deux pratiques différentes, hein, moi il me semble, hein. L'hypnose de rue, c'est pour que la personne vive un moment sympa. Et puis l'hypnose de spectacle, c'est pour que le spectateur vive un moment sympa. Bon. Si la personne sur scène vient aussi un moment sympa, c'est mieux. Mais en théorie, sur le papier, l'objectif, c'est que le spectateur vive un bon moment. On est payé pour ça, en fait. Voilà, donc petites animations à droite à gauche.
les anniversaires, les bars, les mariages, les entreprises, etc., etc. Voilà. Et puis, souvent, on venait me voir à la fin pour me demander de l'aide. Est-ce que vous pouvez aussi m'aider à arrêter de fumer, me débarrasser d'une phobie, tout ça? Et moi, je disais, ben non, moi, je sais pas du tout faire ça. Donc, j'orientais vers des praticiens. Et j'étais à un moment de ma vie où professionnellement, j'en avais marre du journalisme. J'avais fait un petit peu le tour. Et puis dans le média dans lequel je travaillais, ça se passait pas très bien, donc il fallait que je parte. Donc tout s'est un petit peu bien goupillé, et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que finalement je ferais pas vraiment de l'hypnose mon métier, quoi? Alors j'ai quitté mon travail, et puis j'ai voulu m'orienter vers la fonction publique pour avoir une certaine sécurité et pas me lancer comme ça dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai passé un concours que j'ai pas eu, par chance je l'ai pas eu. Et que j'ai eu ce concours ou pas, de toute façon, j'avais prévu d'aller faire une école d'hypnose à Paris. Donc, je suis allé faire l'IFHE avec Olivier Locker. Et sorti de là, en plus, c'était la version intensive, quoi. C'est-à-dire, on fait tout d'un C'est coup, un quoi. mois, t'as fait un mois en Ouais, école. voilà, c'est ça. Ouais. Euh, sorti de là, je me suis dit, bon, ben, maintenant, je sais que je veux faire plus que ça, quoi. Et vraiment, ça a été très, très vite. Je suis rentré à La Réunion. Oui, parce que j'habitais à La Réunion, peut-être pas dit. Et je suis rentré à La Réunion et 15 jours ou 3 semaines après, j'ouvrais mon cabinet et je commençais à travailler, quoi. Voilà, et puis au début, bah, deux jours par semaine, etc. Et puis rapidement, au bout de 6 mois, j'ai travaillé à temps plein quasiment, quoi. Voilà un petit peu comment s'est fait le parcours, la découverte avec l'hypnose et mon arrivée jusque-là. Euh, Tu vois, hier ça, on n'en a pas parlé, mais tu as fait de l'anthropo. Est-ce que dans tes études d'anthropologie, tu avais étudié un peu les trans des peuples primitifs ou des choses comme ça? Est-ce que tu avais eu, autrement qu'avec l'hypnose, un rapport à la transe, un rapport à à cet état un peu spécifique que peut être une transe? On sait que la transe hypnotique a des spécificités, on sait que les trans chamaniques ont des spécificités, on sait que les trans de sport ont leurs spécificités, etc. Mais dans l'anthropo, il y a beaucoup d'anthropologues qui parlent ou qui ont étudié des formes de trans. Est-ce que tu avais eu contact avec ça? Est-ce que ça t'avait déjà titillé l'esprit pendant tes études ou absolument pas? Alors non, absolument pas. J'ai pas eu la chance d'étudier ça. Ça, c'est bien plus tard qu'après il y a eu notamment les travaux de Margaret Mead et de son mari Gregory Bateson. C'est ça, ouais. Quand on fait l'hypnose ericksonienne, on s'intéresse à Bateson et Hum, donc on s'intéresse à Margaret Mead. ouais. Et elle a beaucoup étudié les trans chez les peuples qu'on appelle primitifs, hein, entre guillemets. Hum. Voilà. Donc c'est plus tard. Quand même, quand j'étais à la fac, moi je m'intéressais quand même aux états modifiés de conscience. Je m'y suis intéressé assez tôt et j'avais fait un mémoire à la fac sur, alors c'est différent, mais c'est une autre forme de transe, sur l'utilisation des drogues psychédéliques Ouais. dans la création artistique. Type Voilà. ayahuasca Ouais, type. Alors surtout, je l'avais surtout axé sur LSD ouais. pendant le mouvement Flower Power aux États-Unis à la fin des années 60, quoi. Voilà, c'était assez ciblé, quoi. Mais ça, c'était un truc, c'était ma démarche personnelle. On n'a pas eu de cours à proprement parler là-dessus, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup d'hypnotistes américains, je pense à Don Gibbons parce que lui, il a fait énormément de boulot là-dessus, LSD et état de transe, et notamment il a développé Hyper Imperia à l'époque parce que Ouais. il voulait retrouver les états du LSD sans avoir à prendre de LSD, et quasiment tous les hypnotistes de l'époque, un peu dans l'expérience, ils prenaient des buvards pour voir s'ils pouvaient recréer le même état pendant un laps de temps. Donc cette notion entre les drogues, la transe hypnotique et les drogues, c'est quelque chose qui, en tout cas au XXe siècle, ont été quelque chose Mhm. hyper courant. Donc, ce que j'avais trouvé intéressant hier que tu mettais en avant, c'est que tu es passé donc de l'hypnose de scène à de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose très directe, voire directive, à une hypnose très indirecte. Et hier, tu faisais la remarque que autant en scène, tu étais confiant
et tu avais vraiment quelque chose où tu étais en phase avec ce que tu étais en train de faire, autant quand tu étais en cabinet, bon, tu es aussi en phase, mais tu avais moins confiance. Tu as mis plus de temps à créer de la confiance en cabinet. Est-ce que tu peux euh, redonner ta perception pour laquelle les deux mondes, qui pour autant utilisent le même modèle hypnotique, même Mhm. si après on reste sur de l'induction, des approfondissements, de la suggestion, de l'orientation, il y a moins de questionnement très clairement, mais du rapport, et on en reviendra parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Euh, Qu'est-ce qui fait pour toi que tu aies moins eu cette confiance en toi alors que pour moi, d'un point de vue purement factuel, le fait que tu aies été un hypnotiste de rue plus un hypnotiste de scène, tu es automatiquement un potentiel d'excellent hypnotiste en cabinet. Tu vois. Et Ouais. pour moi, j'avais été étonné quand tu as dit hier, ouais, ben, il n'y avait pas cette confiance. Alors, tu m'as donné la raison, mais est-ce que tu peux revenir un peu dessus, s'il te plaît? Ben, si tu veux, j'avais la confiance pour tout ce qui est induction. Si tu veux Ouais. emmener quelqu'un en hypnose, là, pas de problème. D'ailleurs, déjà pendant la formation, hein, à l'IFHE, déjà, bon, je voyais que j'avais, entre guillemets, un- une petite longueur d'avance, quoi. Je ne me faisais pas du souci de savoir si est-ce que j'allais réussir ou pas. Après, en cabinet, il y a un enjeu. C'est que les gens ils viennent demander de l'aide. Et si on aime bien faire, ben voilà, on va tâcher de leur apporter l'aide qu'on peut. Sur scène, euh, le fail sur scène, il existe quasiment pas, quoi. Enfin, c'est très 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 rare d'avoir un fail sur scène, et même s'il y en a un, on a toujours des pirouettes pour s'en sortir, quoi. En cabinet, le truc, c'est ce qu'on disait hier, c'est que on maîtrise pas grand-chose, quoi. Ce qu'on peut maîtriser nous, ben, on va essayer de le faire au maximum. Mais même si on arrive à tout maîtriser, ce qu'on peut maîtriser, on n'est pas sûr pour autant que ça soit utile pour la personne, quoi, et que ça apporte un bénéfice à la personne. Donc, c'est un petit peu en ça que je me mettais la pression, quoi. C'était, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais l'aider? Est-ce qu'elle va pas sortir de là en se disant c'était bien, etc. Alors, moi maintenant, j'ai quand même une règle d'or, c'est que quand je reçois quelqu'un, c'est de l'hypnotiser. Tu Mmh, vois? mmh, mmh, C'est, c'est lui faire vivre de l'hypnose, mmh, avant tout. mmh. Parce que combien de fois on reçoit des gens qui me disent, on leur demande alors, vous avez déjà fait de l'hypnose? Oui. Bon. Alors c'était comment? Ouais, c'est pas terrible. Bon. Est-ce que vous pensez avoir été hypnotisé? Non, je pense pas. Alors on sait très bien que c'est, on n'est pas forcément au courant qu'on est hypnotisé. Moi, le premier, lors de ma première expérience, j'étais persuadé de ne pas l'être et je l'ai été. Néanmoins, je pense que quand quelqu'un vient nous voir en cabinet, il vient voir, on l'appelle comme on veut, un hypnothérapeute, un praticien en hypnose, un hypnotiseur, un hypnotiste, peu importe, il y a hypnose, quoi. Donc c'est quand même une belle promesse, quoi. C'est la promesse de l'hypnose. Donc je pense que notre premier job, c'est déjà de leur faire vivre une transe hypnotique qu'eux puissent ratifier. On connaît évidemment l'importance de la ratification, qui favorise la dissociation, etc. À partir du moment où la personne, je pense, ouvre les yeux et se dit quand même waouh, et ça c'est Jean-Emmanuel Combe aussi hein, qui nous avait formé à ça, qui nous disait chercher à obtenir un waouh. Mmh. Les gens disent waouh. À partir de là, on ouvre une porte et on rend, je pense, le changement possible. Si la personne déjà se demande, elle, et passe son temps dans son monologue pendant la séance, mais alors est-ce que je suis en hypnose là? Parce que quand même je suis pas très sûr, etc. Bon, ben là, les choses sont compliquées. Mmh. Si elle vit une transe, qu'elle sait qu'elle a vécu une transe, elle ouvre les yeux, elle se dit ok, j'ai été hypnotisé. S'il a été capable de m'hypnotiser, c'est que probablement il s'est passé quelque chose. Quoi qu'on ait fait derrière, Mmh. quoi qu'on ait fait derrière. Déjà vivre une belle transe, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, bah, là, en tout cas, tout sur beaucoup d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est que la transe est l'élément central pour moi d'une séance d'hypnose. Et ça en devient en même temps un convinceur quand la personne arrive à se rendre compte qu'elle a vécu une transe. Est-ce que tu utilises des prétests? Moi, par exemple, à toutes mes séances, je fais des prétests de la main collée. Je fais que ça. Moi aussi, Et- moi aussi. voilà. Parce que moi, j'ai trouvé.
que l'effet waouh, justement, et c'est l'hypnose de rue qui m'a vraiment, à force d'expérimenter, d'avoir fait des allus, etc., je me suis dit, mais les gens, le moment où ils sont le plus hallucinés paradoxalement, c'est les phénomènes idéomoteurs de Je suis base. tout à fait d'accord avec toi. Et donc ça, tu le fais, c'est un élément qui pour toi est un convinceur qui permet aux gens de faire OK, et après tu sens vraiment qu'il y a un changement et on va justement s'enchaîner sur le rapport après, mais tu sens que c'est là qu'il y a le moment où ça y est, le gars il te fait confiance, bah le rapport. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'hier on détaillait un peu Ouais, le rapport sur quelque chose qui est non objectif, en tout cas très subjectif et très ressenti. Sauf que là, c'est hyper technique. Si la personne, elle a un oui. convinceur et un phénomène hypnotique, d'un coup, elle se dit, c'est un hypnotiseur, je peux lui faire confiance. Et là, même si on n'a rien fait de spécial, le phénomène crée un rapport indirect avec le... Exactement. Ouais, je suis tout, c'est exactement ça. Et alors, moi, il y a un truc que j'utilise quand même très souvent en première intention, en première séance, pour provoquer ce wow et une dissociation aussi parce que ça dissocie vachement vite. C'est le Swan de Bob Burns. Mhm. La main comme ça, aucune induction, juste un phénomène hypnotique. Alors, on sait que d'ailleurs Burns le dit, c'est pas de l'hypnose. On peut très bien avoir un signaling comme ça sans hypnose. Néanmoins, quand la main tourne et vient dire bonjour, Mhm. la personne, là vraiment, il se passe un truc, quoi. Donc elle ferme les yeux, souvent, on lui dit fermer les yeux, et on a besoin de faire aucune induction. Là, auto-hypnose, la personne part en transe toute seule, et voilà. Et ça, je trouve que c'est, au niveau convinceur, euh, c'est facile, c'est rapide, et c'est ultra puissant, quoi. Voilà, donc j'utilise beaucoup ça. Et puis après, une fois que la personne a vécu ça en première séance, bon, ben après, c'est bon. Comme tu disais, enfin c'est bon, on va pouvoir travailler. Le rapport est créé, elle nous fait confiance, elle sait qu'on connaît notre métier, et donc le changement va être plus facile, me semble. Je pense que tu vois les choses pareilles. Ouais, moi je vois pareil, sauf que tu vois, moi par exemple, le Swan, pour moi c'est une induction par essence, comme un prétest. Un Oui, prétest, en fait, du coup, exactement, il est mal choisi, mais c'est un processus inductif que l'on veuille ou exactement. non, étant donné que c'est ce qui nous permet d'aller dans une transe. Le gars, il se barre en transe, en fait, et il se dissocie, et Exactement. ça. Euh, Ce que j'ai trouvé aussi intéressant là, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'un point de vue sémantique, tu disais en hypnose de scène, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va fonctionner, où on a des tricks, on a des méthodes et des choses pour que ça fonctionne. Mais au bout du compte, si tu reprends vraiment la philosophie ericksonienne, hormis le principe de résultat, où je suis d'accord, bah, Mm. le résultat, on le verra à X sessions. Parfois, même dans l'instant, ça va. Là, genre, la personne, on prend un truc basique comme la phobie a disparu, et 2 jours plus tard, ça revient pour X ou Y raison. Le résultat, on l'a eu, mais le résultat qu'on souhaitait, et que là, surtout le partenaire souhaitait, il l'a pas eu. Mais néanmoins, dans cette notion-là où tu dis en hypnose de scène slash hypnose de rue, on va toujours avoir quelque chose pour rebondir. Là aussi, le rapport utilisationnel ericksonien, enfin, vraiment, je pense que euh, Erickson, le génie qu'il a eu, c'est l'utilisationnel. C'est Bien son sûr, oui. point fort. C'est de pouvoir utiliser l'ensemble des éléments qu'il y a comme étant normal et exploitable pour amplifier la transe ou pour valider le pathos ou la solution du pathos pour le partenaire. Donc, au bout du compte, là-dessus, tu as la même chose, tu es toujours en win, même si on est d'accord, la résultante est une inconnue. Peut-être la différence, et là c'est vraiment une question, hein, la différence entre la scène de la rue et l'accompagnement, c'est la ligne du temps. Sur la ligne du temps, scène, rue, c'est d'ici maintenant, avec une Mhm, résultante qui va être suite à ta suggestion, qui peut être plusieurs secondes plus tard, voire minutes, s'il y a vraiment un mhm. décalage dans ce que tu proposes. Mais factuellement, on va dire ça se fait sur l'heure et demie qui arrive. La séance d'hypnose, il peut y avoir un feedback, même physiologique, émotionnel, intellectuel, sur tous les plans, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On est sur une présupposition que ce qui est fait maintenant devrait se maintenir ou obtenir un résultat à court, moyen et long terme. Et cette notion de placement de nous-mêmes, thérapeutes et partenaires, dans cette ligne du temps fait une différence. Mais factuellement, pour moi, on fait la même chose. Tu vois, je vois pas la différence. En tout cas, pour moi, tu fais la même chose dans la notion utilisationnelle. La résultante, bah, vu qu'en hypnose, on dit on ne travaille que dans un ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, tu fais la même chose.
C'est Oui, l'attente après qui est différente. bien sûr, oui, oui, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais je pense que, enfin, c'est ce que je t'évoquais hier aussi. Euh, la place de la suggestion en tant que, de façon formelle, je veux dire, qu'elle soit directe ou indirecte pendant la séance. Mmh. J'ai l'impression, moi, d'en faire de moins en moins. Mmh. Parce que j'ai l'impression, et encore une fois, c'est ce que je pense aujourd'hui, ce que je te disais, et que peut-être demain je changerai d'avis, etc., parce que j'arrête pas de changer d'avis comme ça. J'ai l'impression que c'est pas là que ça se joue, quoi. J'ai l'impression, et on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, que ça se joue dans le rapport, dans le cadre, euh, dans autre chose qu'on ne maîtrise pas forcément, dont on peut maîtriser certains paramètres, mais vraiment pas beaucoup. Et donc, si tu veux, euh, je me dis, voilà, est-ce que c'est utile vraiment que, alors, que la personne soit en transe? Oui, ça oui, on est d'accord. Mais ensuite, ce que je vais faire, moi, donner la bonne suggestion ou pas, utiliser une bonne technique ou pas, comment je vais m'occuper de cette phobie, est-ce que je vais faire plutôt de la PNL, plutôt une régression, plutôt juste des suggestions, tout ça. J'ai l'impression que c'est pas ça qui compte, quoi. J'ai OK. l'impression que ce qui compte, c'est ce que la personne, elle, va faire. Et je viens de relire Qu'est-ce que l'hypnose de Roustan. Alors, c'est la deuxième fois que je le lis. Même à la deuxième fois, faut s'accrocher, quoi. Il y a des passages qui, waouh, je lis ça, je dis, mais il arrive à mettre des mots sur des choses, c'est fabuleux. Et puis d'autres où c'est assez obscur, quoi. Euh, mais il parle beaucoup de ça, quoi. Il parle beaucoup de cette idée que, enfin, si j'ai bien compris, que nous, notre rôle, c'est une présence, quoi. Voilà. C'est une présence à un moment donné. Donc on pourrait dire un cadre aussi, hein, qu'on propose à une personne. Et la personne, elle, si elle est OK, que c'est le bon moment, qu'elle est en confiance, que le rapport est établi, bah, c'est elle qui va faire, qui va tout faire en fait. Et elle va se recentrer, elle va se reconnecter à elle-même. Voilà. Et nous, on n'a pas grand-chose à faire. Voilà. En ce moment, je crois de plus en plus à ça, quoi. Et Ouais. du coup, ça donne vachement d'humilité parce que et ça facilite les choses. Parce que, alors là, comme hier je te parlais, je te disais au début, moi j'étais vachement sur mon classeur, mes techniques, point 1, point 2, point 3, etc. Bon là, il n'y a plus rien en fait. C'est quasiment quoi. Il y a juste être là, au maximum, euh, connecter, ce mot, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais avec la personne, et lui offrir qui on est, quoi. Tu vois. Voilà. Et je pense que c'est ça qui compte. En tout cas, j'en suis là aujourd'hui, quoi. D'accord. On va revenir dessus là dans quelques instants. Donc là, on s'arrête sur la première partie. Si vous voulez contacter euh, euh, Thomas, vous pouvez le faire sur Arcens, arcens-hypnose.com. Et Voilà, le plus simple, c'est encore, excuse-moi, le plus simple, c'est encore YouTube. Vos paupières sont lourdes. Et sur YouTube, il y a, dans la petite fenêtre en haut, il y a les liens vers Facebook, site internet, Instagram, etc. yes, nickel. Nickel. Nous, on s'arrête là sur cette première partie. Si vous avez bien sûr des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Big one. Ciao.